Claude Sérillon, bienvenue dans l'interview gourmande Les Toqués du Sud. Alors, on connaît le journaliste, l'homme de télé que vous êtes, l'écrivain, mais on va essayer de vous connaître un petit peu plus à travers vos goûts culinaires. Est-ce que vous êtes gourmand? Je crois que je suis gourmand, oui. Je crois que je suis gourmand. Je suis gourmand des yeux et je suis gourmand du ventre, j'allais dire. Pourquoi? Parce que d'abord, ça participe de la même curiosité. C'est-à-dire que dans mon métier, quand je ne connais pas, je vais voir. Et pour me nourrir, quand je ne connais pas, c'est-à-dire que quand je n'ai pas encore eu la possibilité de goûter à quelque chose, j'essaie. Quelquefois, c'est une catastrophe. Hein. Quelquefois, on est déçu. Mais ça m'a permis à chaque fois aussi d'essayer d'entrer dans un autre mode de nourriture. Manger du chameau, par exemple. Ah, ça vous est arrivé, ça? Oui. Et quel goût ça a, le chameau? C'est très gras. Quand ils le cuisent ça, je pense en Mauritanie, ils font un grand trou dans le sable, mettent de la braise, et à l'intérieur d'un sac de jute, ils mettent un morceau de chameau. Et ils font cuire ça très très longtemps. C'est un côté gigot de 7 heures. D'accord. Mais beaucoup plus gras. Très gras. C'est pas une viande dont je raffole complètement. En revanche, le lait de chamel, ça a été une très belle découverte. C'est délicieux. Et vous avez vécu en Mauritanie? Oui, j'ai vécu en Mauritanie, puis j'ai quand même pas mal voyagé dans mon métier. Donc j'ai pu apprécier des nourritures d'autres cultures, d'autres mondes, la manière dont on se nourrit. Nous, finalement, en France, avec cette variété incroyable que nous avons de régions, on peut manger du poisson, on peut manger des crustacés, on peut manger de la viande, un petit peu tout. Dans d'autres pays, la nourriture est plus réduite en variété. Du coup, est-ce que vous essayez à la cuisine chez vous? Est-ce que vous cuisinez? Et quel genre de plat vous cuisinez? Oui, je cuisine d'abord un peu par nécessité parce que ma compagne ne cuisine pas du tout. Donc si je veux manger, il vaut mieux que je fasse la cuisine. Et puis c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir à la fois d'aller au marché, d'aller chercher des différents ingrédients, ou quelquefois c'est d'ouvrir un frigo en disant voilà, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je vais en faire. Et donc il y a un peu d'inventivité à chercher. Alors, quelquefois, c'est pas très bon, hein, et puis c'est sommaire. Et donc, j'essaye d'élaborer surtout des accompagnements. Vous êtes un aventurier, alors vous essayez des choses quand même. Oui, j'essaye des choses. À faire que visuellement, ça soit tentant. Oui. Donc, mettre des couleurs, arranger un plat. Déjà, ça donne envie. Oui, voilà. Ça donne envie, ça fait saliver. Absolument. Après, il faut que ce soit bon. Oui. Est-ce que vous êtes plutôt salé ou sucré? Eh bien, les deux. C'est-à-dire que je fais souvent des plats salés-sucrés, dans lesquels je mélange. Par exemple, pendant l'été, je fais des salades dans lesquelles il y a à la fois du salé et du sucré. Je mélange des fruits avec des légumes ou avec quelque chose qui est un petit peu acide ou autre chose. J'aime bien ce mélange. D'abord parce que je trouve que dans une idée de convivialité, avoir un plat dans lequel il y a un peu de tout. D'accord. Et j'essaye d'arranger ça ensemble. Donc je vous dirais que je suis les deux en même temps. Est-ce que vous avez une Madeleine de Proust, un plat qui vous rappelle des souvenirs d'enfance, quelque chose qui vous donne une émotion particulière? J'avais une maman qui cuisinait bien. On était une famille très modeste, hein, mais ma mère, on était 4 enfants. De quel côté? À Nantes, on était. Vous étiez à Nantes. Et ma mère était d'origine bretonne, mon père ardéchois. Et ma mère faisait... j'ai eu l'impression d'avoir jamais mangé la même chose. Mais c'était quelquefois un chou-fleur, quelquefois c'était des galettes, quelquefois c'était des châtaignes. On mangeait, quelquefois le repas c'était juste des châtaignes. D'accord. Mais on trouvait ça formidable. Parce qu'elle elle avait un souci justement de faire des choses qu'on puisse aimer. Alors, je me souviens que quand j'étais gosse, je rechignais à manger du pot-au-feu. Maintenant, j'adore ça. Mais peut-être que la Madeleine de Proust, je ne sais pas si ce serait ça, mais peut-être que c'était le riz qu'elle faisait. D'accord. Elle faisait un riz au lait absolument magnifique. Un riz au lait. Et à chaque fois que je vais chez des amis restaurateurs, je leur dis, tu ne pourrais pas me faire un riz au lait, juste un riz au lait. Un bon riz,
bien cuisiné. Il faut qu'il. C'est sucré, ça, le riz au lait. Oui, puis une gousse de vanille au milieu, Voilà. tout comme ça. J'adore ça. Et ça vous permet de replonger Oui, gentiment dans votre enfance. Plutôt cuisine traditionnelle ou cuisine nouvelle, Claude Sirion? Non, je suis plutôt traditionnel, moi. Parce que dans la cuisine nouvelle, c'est très inventif. Quand vous allez dans des restaurants très étoilés, ils inventent, ils créent. Donc je suis toujours stupéfait, souvent je suis enthousiaste parce que je me dis, ah bah tiens, il a mélangé plein de choses comme ça tout. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, je suis plutôt bistrot que grand restaurant. Pour moi, la table, c'est avant tout un partage. Donc j'ai pas envie que ça soit trop compliqué à manger. Si je vais au restaurant, c'est pour parler avec quelqu'un. D'accord. C'est pour partager à la fois un moment, des idées, des émotions. Donc il faut que ça m'accompagne. Vous parliez même de routiers, on a échangé tout à l'heure. Oui. Et dans des routiers, on m'a même confié que vous vous étiez déjà régalé dans certains routiers où on sert une saucisse lentille ou des choses comme ça qui sont très très bonnes quand c'est bien fait. Un boudin pomme. Ça c'est délicieux, avec une bonne purée maison. C'est pas léger, donc vous n'êtes pas obligé de reprendre la route tout de suite, vous allez marcher un petit peu après. C'est ça. Ouais, voilà. Claude Sirion, si je débarque dans votre frigo chez vous, là tout de suite, là, je l'ouvre, j'arrive à l'improviste, qu'est-ce que je vais trouver? Alors là, au moment où vous me parlez, je ne suis pas sûr que vous trouverez grand-chose parce que j'ai vidé dans la maison du Sud, j'ai vidé le frigo et à Paris, j'y suis pas encore. Donc, mais vous trouverez toujours quelque chose. D'accord. Parce que je n'amoncelle pas, parce que d'abord, souvent c'est périmé, il faut faire attention à ce qu'on voit. Je ne suis pas un chaud des congélateurs. Moi, je mets toujours un petit peu de pain. Des gros pains que je coupe en morceaux pour avoir toujours un peu de pain à manger, mais je garde peu de choses dans les congélateurs. À chaque fois que vous mettez un poisson un peu longtemps dans le congélateur, quand vous le décongelez, il n'est pas très bon. Une viande, récemment, j'avais acheté une très belle côte de bœuf dans l'Aubrac. C'est délicieux. Délicieux, hein. Ça, c'est une viande incroyable. Chez un boucher à Sainte-Geneviève-sur-Argence, et j'avais acheté une très belle côte de bœuf. Bon, le boucher me l'avait mis sous vide, donc je l'ai gardé, et puis en fait, quand j'ai ouvert, elle avait perdu. Vous aimez quand même fréquenter des petites boucheries, des petits magasins comme ça? Ça oui. D'abord parce que j'aime bien faire le marché, et puis ensuite parce que c'est des rencontres. Quand vous allez faire un marché, vous parlez à celui à qui vous achetez quelque chose. Si j'achète un poisson, je lui demande le poids, je lui dis vous le cuisez comment, on échange, on discute. Voilà, ça c'est. Je veux dire, vous ne pouvez pas faire ça chez Auchan, Carrefour ou Leclerc. Pour ne pas les citer. Hein, même si, quelquefois, vous avez des étals de poissonnerie dans certains grands supermarchés qui sont tenus par des vrais, des gens qui pourraient avoir leur boutique. Donc, moi, je privilégie ça, oui. Prenez plaisir à faire votre marché quand même. Alors, à Paris, c'est plus compliqué parce que quelquefois, d'abord, les petits, les bouchers, les primeurs et compagnie, ils sont moins nombreux, ils sont bouffés par justement Carrefour Market ou compagnie. Donc, mais j'essaye d'aller. Quand je suis disponible, j'essaie d'aller faire les marchés, moi, surtout. Vous mangez de saison ou vous préférez manger des tomates en hiver? Ah non, je mange de saison, moi. Non, je mange de saison, à la fois par raisonnement, et puis parce que, je sais pas, je pense que chaque saison, on a envie de manger quelque chose. En hiver, une soupe, c'est très agréable. Donc, voilà, vous cherchez des éléments pour faire une soupe. En été, vous ne mangez pas la même. Non, instinctivement, je fais attention à ça. Vous qui voyagez beaucoup avec votre métier, est-ce que vous êtes curieux à chaque fois que vous débarquez quelque part de découvrir un petit peu la spécialité du coin? Oui. Oui, j'essaie de voir ça, j'essaie de me renseigner, de faire attention à ça. Ça ne veut pas dire que je vais jusqu'à en manger. Parce que quelquefois, je trouve ça un peu lourd.
Oui. Voilà. Et puis parce que, je veux dire, vous allez au Maroc, vous allez à Essaouira, vous avez envie de manger de poisson, il y a du bon poisson à Essaouira, mais vous mangez une tagine, vous n'allez pas en manger tous les jours. Donc il y a aussi l'opportunité de varier, d'aller voir ce que les autres mangent dans chacun de ces pays. Et du coup, est-ce que vous avez le souvenir d'une belle découverte? Quelque chose qui vous a vraiment marqué? Oui. Sur le continent africain, j'ai mangé des poulets yassa au Sénégal qui sont absolument délicieux. Qu'est-ce que c'est le poulet yassa? Alors c'est un poulet qui est fait avec des oignons, c'est-à-dire que le poulet est longuement cuit, mais ça se mange, mais c'est absolument délicieux. Et ça, c'est honteux même. Donc ça oui, j'ai mangé ça. Alors évidemment, dans les poissons en Bretagne, vous mangez des poissons ou une araignée. C'est tout bête, une araignée. Oui. Mais alors vous n'en mangez pas en Méditerranée, mais vous allez du côté de Saint-Malo ou autre, une araignée, c'est absolument formidable. C'est délicieux. Un bon poisson de Loire avec un beurre blanc, c'est très, comment dirais-je, c'est très égoïste aussi ça. C'est-à-dire qu'on cherche à se faire plaisir. Oui, bien sûr. On a les papilles qui bougent un petit peu comme ça. Donc ça, c'est assez agréable. J'ai plus de mal à aller effectivement dans des grandes brasseries où finalement c'est à peu près toujours le même menu, quoi. Oui. Pour un dîner amoureux, dans quel genre de restaurant vous amenez madame? Ou si vous cuisinez, quel genre de plat vous lui préparez? Alors, faut être vraiment très amoureux. C'est pas mal, c'est pas tous les jours non plus. Ensuite, ça peut être madame qui m'emmène. Aussi, bien sûr. Voilà. Je sais pas, pour un dîner amoureux, je suis pas obligé de manger. D'accord. J'ai d'autres idées derrière la tête dans ces cas-là. On peut manger après, hein, après. Oui, c'est ça, j'ai des idées derrière la tête dans ces cas-là. Moi, c'est ce que je fais, je mange après. Oui, non. C'est pas le dîner amoureux qui m'a guidé vers des très bons restaurants, non. D'accord. Non, c'est les très bons restaurants. Bon, d'abord, j'ai eu le bonheur et la possibilité, le privilège d'aller dans des très grands restaurants, chez des très grands cuisiniers. Donc ça, c'est le privilège de ce métier. J'y ai très bien mangé, vraiment. Chez Guy Savoie récemment, mais j'ai des souvenirs à Saulieu, chez Bernard Loiseau, des gens comme ça. Voilà, donc j'ai eu ce privilège-là. Après, des dîners d'amitié forts, j'essaie d'aller vers des plats de convivialité. D'accord. Qu'on partage. Ok. Ça peut être aussi bien manger un très bon couscous, ça peut être manger des pâtes. D'accord. J'avoue que moi, dans ma famille, on ne mangeait pas énormément de pâtes, mais plus les années passent, plus j'aime les pâtes. Je trouve ça quelqu'un qui sait très bien faire les pâtes, qui sait très bien les accommoder, qui sait en faire un plat central, c'est magnifique. Claude Sirion, vous êtes également un gourmand des mots et de poésie. Et on va parler de ce livre-là. Alors, j'appelle Chants sauvages. Chants sauvages. C'est mon 5e livre de poésie. En fait, je me suis lancé à écrire de la poésie depuis quelques années. Et j'ai eu le bonheur d'avoir quelques amis qui ont bien voulu les lire pour moi. Donc, quelqu'un que vous connaissez bien qui s'appelle Antoine Coessens. Bien sûr. Et on en fait des spectacles. La poésie me permet de poursuivre mon métier. Mon métier, moi, c'est de regarder ce qui se passe, de regarder les gens, d'être curieux de ce qui se passe dans le monde. Et j'essaie d'en faire des textes de poésie pour traduire les émotions que j'ai. Donc ça peut être des émotions sur des événements d'actualité tragique, comme à Gaza ou en Ukraine. Ça peut être aussi des rencontres avec des hommes ou des femmes voilà, qui ont des vies différentes de la mienne. Et puis ça peut être aussi des sentiments très personnels sur la vie qui passe, sur mon état de curiosité. Donc voilà, j'essaie de construire mes poésies comme une manière de raconter quelque chose à quelqu'un. Et vos émotions passent mieux avec la poésie? J'essaie. Parce que parfois il y a de la colère.
Oui, mais je fais passer des rages. On peut parler de colère avec oui, de la poésie. Oui. Moi, il y a des événements dans le monde qui me mettent en rage. Ce qui se passe à Gaza, en Palestine, me fait honte. Je me dis, mais comment on peut laisser un peuple se faire détruire comme ça? Donc, j'ai ça. De toute façon, moi, j'ai jamais prétendu être quelqu'un de neutre. J'ai toujours essayé d'avoir une rigueur personnelle et professionnelle dans ce que je raconte, mais de ne jamais cacher mes émotions. D'abord parce que je crois que c'est impossible. Ça m'est arrivé d'aller dans des situations de chaos, de guerre ou de famine. Vous ne revenez pas, vous êtes indemne de tout ça. Bien sûr. Donc je ne vois pas pourquoi je présenterais ça comme je présenterais un résultat du PSG. Moi j'ai besoin de faire passer ce que je ressens, donc ma subjectivité. Et je crois qu'on est tous subjectifs. Personne n'est neutre, c'est comme ça. Or la poésie permet peut-être plus aisément de traduire ces émotions. Est-ce que la malbouffe, aujourd'hui, ça vous met en colère, vous? Ça vous questionne, ça vous inquiète? Oui, mais alors, la malbouffe, elle a plusieurs raisons. Elle a des raisons sociales et économiques. Les gens n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat. Ils vont manger au plus facile et au moins cher. Et ce qu'on leur propose, c'est souvent pas bon. Ou en tout cas, c'est souvent formaté avec des produits qui sont quand même des produits transformés sans vraiment de goût. Mais je constate que ça marche. Donc pourquoi ça marche? D'abord parce que c'est pas cher. Ensuite parce que l'accès est facile. Que pour des parents qui ont des enfants, c'est très convivial. Ils mangent tous la même chose, les mêmes frites, les mêmes burgers, et tout. Donc ça me met pas en colère. J'essaie de me l'expliquer socialement et politiquement, d'une certaine manière, dans le premier sens du terme. Après, la malbouffe, mon copain Jean-Pierre Coff est un peu à l'origine de la dénonciation de tout ça. Bien sûr. La malbouffe, c'est toutes ces grandes plateformes de vente de produits qui nous ont imposé ça, via les supermarchés et les grands magasins d'alimentation, qui au fond uniformisent le truc. Mais c'est aussi une histoire d'éducation. Moi, je vous dis, j'ai une maman qui, avec 3 fois rien, elle nous donnait à manger des choses formidables. Manger un chou-fleur, ça coûte pas très cher un chou-fleur. Mais c'est une nourriture formidable. On si aimait bien ça. Préparé manger des artichauts. Manger des artichauts, une pomme de terre au four dans un papier d'aluminium avec un peu de beurre à l'intérieur, c'est très très bon. Alors, c'est vrai que si vous cherchez les très bonnes viandes, c'est cher. Les bons poissons, c'est cher. Donc, je m'explique aussi pourquoi il y a une tendance à la malbouffe. Et comment sensibiliser, alors, d'après vous, les gens à manger simple et bon, puisqu'on peut aujourd'hui... Oui, c'est une éducation, ça. C'est une éducation au goût. De la même manière que on va à l'école pour apprendre à lire, à écrire, peut-être qu'à l'école, il faut apprendre le goût. Savoir reconnaître une plante en la mettant sous sa langue comme ça pour apprendre, savoir reconnaître la qualité d'une chair, savoir reconnaître je dirais un vin, c'est aussi c'est un apprentissage. C'est une bonne idée pour l'éducation nationale. Boire un verre de bière, c'est pas seulement se désaltérer, c'est apprécier le goût de la bière. Ou un alcool. C'est une éducation au goût. Souvent, ça peut se faire par les parents, mais sans doute qu'il faudrait ajouter à ce que les plus jeunes apprennent à l'école la notion du goût. Qu'est-ce qui est sucré, qu'est-ce qui est salé, qu'est-ce qui est long en bouche. Dès leur plus jeune âge. Oui, parce qu'une fois que vous avez ça, vous faites naître une curiosité. Bien sûr. Et c'est formidable. Ça. C'est la curiosité qui vous a amené partout dans le monde, finalement. J'essaye de rester curieux. Quelquefois, on est un peu feignant, un peu paresseux, on va au plus vite. Mais je pense que tant qu'on reste curieux, on est vivant. Claude Sérillon, merci beaucoup. Chant sauvage, on le trouve où? Alors, Chant sauvage, c'est édité par les éditions Atelier Bay, Bruno Dohan, qui est à Nîmes. Donc, on le trouve, il suffit de le demander chez un libraire. Voilà. Ou sinon, sur le site de la maison d'édition Atelier Bay, B-A-I-E. Parfait. Merci beaucoup. Merci Bruno.